Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent, pour le partager, le fil de leurs idées. Donc aujourd'hui, nous accueillons Bérengère Moricho-Hérault, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Pau, spécialiste de la représentation des discours, à l'origine chez Proust et puis désormais chez un certain nombre d'autres écrivains très contemporains. Et aujourd'hui, donc, elle va se pencher sur l'écriture d'Yves Ravet et son dernier roman que vous aurez peut-être lu. On était en train de se dire qu'il était assez malaisant, comme disent nos jeunes aujourd'hui. Taormine, voilà, paru en 2022, au début de l'année, en septembre 2022. Eh bien, Bérengère, c'est à toi, nous t'écoutons. Merci, bonjour à tous et merci pour cette possibilité de travailler sur des textes contemporains. Taormine, 11 000 habitants environ, est une ville située sur la côte est de la Sicile, à peu près à mi-chemin entre Messine et Catane, Messine au nord, Catane au sud, 50 km de part et d'autre. Située sur une terrasse du Mont Taureau, la ville est en balcon sur la mer face à l'Etna. La Calabre est distante d'environ 30 km et visible par temps clair ainsi que la nuit. Perchée à 200 mètres, offrant une vue magnifique sur la mer en contrebas et sur l'Etna qui domine au loin, Taormine est riche d'un patrimoine archéologique avec de superbes vestiges d'amphithéâtres romains, d'un patrimoine historique, culturel et souvent qualifié de Saint-Tropez sicilien car fréquenté et même surfréquenté par les touristes. Voilà donc où semble promettre de nous conduire Yves Ravet, auteur né à Besançon en 1953, professeur d'art plastique dans un collège de cette même ville, qui, après un premier roman publié à la fin des années 80 chez Gallimard, a publié à partir de 1992 aux éditions de Minuit et au cours des 25 dernières années, 21 romans et 3 pièces de théâtre. C'est un auteur que la littérature française au présent place sous la rubrique des romans de l'écart. Classé dans la rubrique des romans de l'écart dans la littérature française au présent. Taormine, donc 23e roman d'Yves Ravet, retenu en première sélection du Goncourt et du Renaudot 2022, en deuxième sélection du prix féminin du roman français de cette même année, nous fait arriver, nous lecteurs en Sicile, à l'aéroport de Catane-Fontanarossa, en même temps qu'un couple en crise au bord de la séparation. Melville, le narrateur qui assume l'histoire à la première personne, est un cadre au chômage, parano permanent, et Louisa, donc son épouse, compte profiter de ce séjour pour donner un peu de distance à leurs différends. La route est directe pour les conduire jusqu'à Taormine. Mais sur l'insistance de sa femme qui souhaite se baigner avant de se rendre à l'hôtel, il fait un premier détour pour aller voir la mer et permettre à sa femme de piquer une tête. Mauvaise idée. Première mauvaise idée. La voiture erre dans une sorte de plage plus ou moins occupée par une sorte de campement sur lequel nous avons peu de détails, voiture qui se perd dans la nuit et qui finit par heurter violemment quelque chose. Nous n'avons pas alors d'informations. L'aile est cabossée, très cabossée, et pourtant, le couple ne cherche pas vraiment à savoir ce qui s'est passé et au contraire, passe son chemin. Plus tard, le narrateur dira avoir cru être poursuivi et ne pas avoir voulu se prêter à d'éventuelles poursuites. Mais au lieu de reprendre la route pour Taormine, il fait un nouveau détour et s'arrête. C'est la deuxième mauvaise idée, dans un village sans âme qui vive pour soi-disant égarer ses éventuels poursuiveurs. Et quand enfin il arrive à l'hôtel avec son épouse, il n'a plus qu'une seule obsession, faire réparer sa voiture, ce qui est encore une mauvaise idée. Troisième, en quelque sorte, si on les numérotait. Au garage, évidemment, on le voit venir, on se frotte les mains et on lui demande de payer toujours un peu plus cher pour soulager sa conscience, maquiller la voiture défigurée.
La narration, donc, est assumée de bout en bout par Melville et on le voit faire des efforts plus ou moins désespérés pour essayer de faire réparer sa voiture. On le voit, c'est une histoire finalement assez simple, l'histoire de touristes qui veulent remettre leur couple sur la bonne voie et qui prend de mauvaises décisions et qui se détraque de mauvaises décisions en mauvaises décisions et qui se détraque conjointement, et c'est ce qui va m'intéresser davantage, par une écriture que l'on pourrait qualifier d'oblique, puisque sous des phrases anodines, le malaise jaillit de manière persistante, récurrente. Les personnages parlent de manière détournée et encore une fois, nous sommes troublés. Une atmosphère étrange s'installe de menaces plus ou moins formulées, mais toujours bien perceptibles. L'histoire, enfin, l'histoire tragique de notre 21e siècle hante également ces pages. Je me propose donc dans les instants à venir de sonder cette oblicité de l'écriture dans une perspective stylistique, c'est-à-dire d'examiner comment l'écriture de Taormine exprime le malaise qui étreint ces personnages, qui ensuite contamine la narration et qui finit par s'emparer du genre même du roman qui ici tient beaucoup du roman noir, d'où le titre que j'ai proposé, une écriture qui broie du noir, à la fois malaise et roman noir, un malaise qui s'empare donc du lecteur dans une poétique que l'on peut qualifier de troublante. Je citerai ici Pierre Schoenches qui, à propos d'une autre publication d'Yves Ravet, disait déjà que dans cette écriture, le malaise est central. Et ce sont ces différentes manifestations qui nous guideront dans la lecture. Ce malaise s'immisce dans le texte par des réminiscences littéraires, des renversements de situations brutaux et invite le lecteur à des enseignements moraux suspects. Bref, nous questionne. Comment donc cette écriture d'une histoire simple nous communique-t-elle un mal-être, à la fois malaise et mauvais comportement, qui ressort de la conduite des personnages, de la représentation que la narration en donne et du décalage des propriétés génériques. Pour cela, j'examinerai d'abord comment cette histoire donne à lire simplement au plan de la diégèse des personnages qui sont en crise, qui ne vont pas bien. Puis, à un autre plan qui est ensuite celui de la narration, j'en viendrai à étudier comment le malaise des personnages se perçoit dans une narration de mauvaise foi qui nous indispose, nous, lecteurs, avant d'en venir dans un dernier temps à questionner la nature du regard porté sur ces différentes formes, ces différents degrés de mal-être. Et par là même, j'en viendrai à questionner la nature même du texte, dont on pourrait dire à certains égards que lui non plus ne va pas très bien. Le malaise est donc d'abord et avant tout à l'intérieur. Oui, je n'ai pas le réflexe. Voilà, merci. À l'intérieur de l'histoire, celui qu'éprouvent les personnages, Melville, le mari, pour en donner un élément d'explication important, est régulièrement trompé par sa femme. C'est d'ailleurs un adultère récent qui a conduit au dernier soubresaut du couple. Et de fait, le dernier adultère concernait au départ un ami de Melville, rencontré, on appréciera la précision, dans les rangs de l'agence Pôle emploi. Louisa, de fait, nous apprend-il, ne résiste guère à la tentation. Melville, en effet, autre forme de crise du personnage, est en recherche d'emploi et sa dernière proposition d'embauche, il l'avait déclinée, nous l'apprenons, car insuffisamment rémunéré et sans voiture de fonction. Résultat, le poste de Carocourt est encore, mais sans lui. Louisa, elle, en revanche, travaille, mais ses comptes en banque, finalement, sont alimentés par son père, par le beau-père du narrateur, du personnage principal. Pour ces quelques éléments rapidement donnés, on perçoit donc d'emblée des personnages qui sont en crise. Et c'est une crise qui ne cesse de se manifester dans un rapport problématique à ce qui les entoure. En premier lieu, un rapport problématique aux événements, tant leur comportement relève de ce qu'on pourrait décrire avec un jeu de mots à la fois très mauvais et très approprié à ce qui se passe dans l'intrigue, ce que l'on pourrait décrire comme une conduite accidentée de la part donc de ces personnages. Leur progression paraît tout à fait inégale, irrégulière, détraquée et à cet égard être symptomatique d'un comportement erratique. Nous sommes en effet confrontés dans notre lecture à un bon nombre de bifurcations. D'abord des bifurcations fictionnelles dans l'enchaînement ou plutôt dans la succession des événements, puisque justement il n'y a pas véritablement d'enchaînement logique.
Et puis des bifurcations également du point de vue de l'articulation grammaticale de propositions, tant et si bien que on peut retenir cette expression d'un article de presse dans le Figaro qui décrivait Taormine comme une escapade, une balade entre Charybde et Scylla. Tout d'abord, ce sont des personnages qui ne cessent de dévier de la trajectoire initialement prévue. Et c'est d'autant plus perceptible que l'épouse Louisa arrive avec un itinéraire touristique qui est prévu, rappelé à de multiples reprises. Presque tout à fait au début du récit, la première bifurcation, c'est la sortie de route pour aller se baigner. C'est le passage 1A qui est en ce moment partagé. Il s'agit ensuite, peu après l'accident, de la sortie de trajectoire pour ne pas aller à Taormine parce que le narrateur se pense poursuivi par d'éventuels témoins. Je lis rapidement. « J'ai quitté l'autoroute une seconde fois sans prévenir. » Donc, de même que pour la première bifurcation. Il s'agira encore du moment où le narrateur choisit, lorsqu'enfin il reprend la route vers Taormine, de ne pas prendre finalement l'autoroute, mais de garder la voie de bord de mer, toujours dans cette idée de semer d'éventuels poursuivants. Et à nouveau, nous lisons, c'est le passage 1C. « Nous avons atteint d'une seule traite la bretelle de sortie d'autoroute et j'ai brusquement changé d'avis. » Ces bifurcations dans l'espace de l'histoire sont relayées par différentes formes d'errance. Melville, par exemple, s'inquiète des dangers de la conduite nocturne, c'est à la page 26, mais s'en inquiète après que l'accident a eu lieu. C'est bien le moment. Autre forme d'errance, son épouse Louisa, après avoir demandé à son mari de se rendre à la police, eh bien, juste après, le remet sur le chemin de l'itinéraire touristique. Le narrateur lui-même commente « Ce changement d'attitude m'a surpris ». Voilà, elle change d'avis sans explication. On a donc une avancée des personnages que l'on pourrait qualifier de chaotique, si je puis dire, à toutes les graphies de la prononciation, parce que les désordres, les effets de désordre et de confusion sont liés à des chaos, à des avancées par à-coups. Donc, on retrouve les deux graphies possibles. Or, le désordre de cette avancée est encore accru parce que je pourrais appeler, en essayant de filer cette métaphore à laquelle nous invite le texte, des angles morts dans la fiction qui réservent quelques surprises en raison de contradictions et de paradoxes. Certains faits apparaissent en effet comme de véritables faux raccords. La plupart du temps, le narrateur ne comprend pas l'italien. Il le dit très tôt, c'est à la page 10, et nous le rappelle régulièrement, mais par moments, d'un seul coup, il est capable de tenir une conversation avec des autochtones. Plus tard, pour donner un autre exemple de faux raccord, il reconnaît l'inspecteur qui est sur leurs traces sans avoir eu pourtant sa description. Et encore une fois, le narrateur lui-même pointe ce paradoxe. Or, si ces articulations manquées ne sont pas lues comme des ratés, c'est parce que dans le texte même, on a de nombreuses contradictions dans le comportement des personnages et on va les mettre sur ce compte-là. On rencontre ainsi à plusieurs reprises des antithèses. Melville quitte la route pour s'approcher d'une plage, sans que cela inquiète Louisa, nous dit le texte, sans que cela inquiète Louisa, qui cependant m'a demandé ce qu'on faisait sur cette piste. Donc, il se passe quelque chose d'étrange, Louisa se pose une question et pourtant elle n'est pas inquiète. On a des enchaînements qui ne sont pas tenus jusqu'au bout. Plus loin, c'est le passage 2B, alors qu'il pense comme sa femme que tout conducteur digne de ce nom, lorsqu'il entend un choc, stoppe et descend de sa voiture, eh bien, même s'il pense cela, passage 2B, bien que je sois du même avis et que j'ai déjà énoncé de ce point de vue pour moi seul, j'ai contredit Louisa. Cela ne l'empêche pas de tenir un discours tout à fait contraire à sa pensée. Ces contradictions prennent parfois même la forme d'une réaction qui est scandaleuse. Alors que le narrateur a peut-être heurté un être vivant, on ne le sait pas, même si on a au fur et à mesure des précisions qui montent, il s'inquiète simplement de pouvoir reprendre la route et même s'exclame, c'est le passage 2C, « Nous n'étions pas enlisés et j'ai laissé échapper un cri de victoire alors qu'il vient manifestement de percuter un être vivant. » Si la conduite de la fiction paraît accidentée, c'est encore en raison de court-circuit, de voies sans issue, de fins abruptes. Le narrateur coupe ainsi court, sans prévenir, à certains élans narratifs. Il commence la description de la plage, enfin de la pseudo-plage puisqu'elle n'a rien de paradisiaque, là où va avoir lieu l'accident, et puis d'un seul coup,
nous arrivons sur une impasse. C'est le passage 3A. L'endroit occupé par des machines de chantier et des empilements de matériaux derrière des grillages paraissait désert à première vue, mais qu'importe. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater que ce « mais qu'importe » coupe court à la description du paraissait désert à première vue, ce qui sera tout l'enjeu en fait de l'accident, puisque précisément il n'était pas désert. Donc il y a une forme de cécité du narrateur qui est exprimée par ces espèces de cuts, si on reprend le vocabulaire de description cinématographique dans la narration. Mais ce sont surtout les dialogues qui se voient interrompus, notamment dans le couple, ce qui est une façon de renvoyer à leur situation de crise. Passage page 80, qui n'est pas sur l'exemplier, dont je lis juste une partie. Hier soir, ne voulais-tu pas la donner à réparer cette voiture? Je suis resté silencieux. Il y a toujours une solution. Nous nous sommes tus. Donc on a vraiment un dialogue qui boite de façon répétée. Il en va de même quand le couple se trouve confronté chez le garagiste aux suppositions pas du tout hasardeuses quant à leur responsabilité dans l'accident. C'est le passage 3B. Le serveur a dit que vous rouliez trop vite. Lisa a répliqué que le dénommé Roberto n'en savait rien et quand on n'est pas au courant, vous savez ce qu'il faut faire. Bon, on connaît la suite. Tout se passe ici comme si taire les soupçons, c'était ne pas laisser exister la culpabilité. On voit donc que de multiples manières, il y a une représentation de conduite accidentée de la part du comportement des personnages qui exprime combien leur rapport aux événements est en crise, est problématique. Cette crise est encore plus sensible pour tout ce qui exprime le rapport aux autres, tant les échanges n'assurent qu'aléatoirement leur fonction de communication. Le personnage principal, je l'ai dit tout à l'heure, est freiné dans ses échanges par la barrière de la langue. Et cette incompréhension a une fonction diégétique en ce qu'elle l'isole des autres personnages, notamment, et encore une fois, ce n'est pas anodin, quand il va lire les gros titres de l'actualité sur les stands de presse de la station-service, précisément le jour où l'actualité en première page des journaux renvoie à l'évocation de, je cite page 66, la mort d'un enfant devant la plage d'Achirale. Donc il est rattrapé, mais il y a encore une fois un voile qui le sépare de la pleine compréhension des événements. D'ailleurs, juste après l'accident, le narrateur se retourne vers sa femme et lui dit, c'est le passage 4, j'ai ajouté que dans ce cas, ce qu'on a percuté, ce ne pouvait être qu'un animal. Peut-être le chien du snack bar, on ne sait jamais. Tu n'as pas vu s'il avait un chien ou non, ton barman. Tu as bien parlé avec lui en italien? Non. Comme si, par cette question, il était en train de dire que la cause de l'accident était un élément qui finalement n'était pas arrivé jusqu'à sa connaissance pour une raison indépendante de sa volonté, parce qu'en fait, il ne parle pas italien. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas compris que potentiellement, il y avait un chien errant. Et de surcroît, il s'apprête déjà à reverser cette responsabilité sur sa femme qui, elle, comprenait l'italien. Une autre manifestation de la crise des relations dans les dialogues échangés, ce sont les discours qui sont représentés alors qu'ils ne sont pas tenus. De manière récurrente, et même si récurrente que cela tourne au running gag, il y a un bruit qui, dans la diégèse, dans l'histoire, coupe court aux échanges entre les personnages. Par exemple, c'est l'éloignement de Louisa sur la plage, avec de surcroît un vent qui est en sens contraire, qui apparaissent comme l'explication du fait qu'elle ne réponde pas à son mari. Elle ne m'a pas entendu. Un petit peu plus loin, leur conversation est stoppée net par une averse soudaine. Beaucoup plus loin, c'est le vacarme des camions qui imposent une pause à leur dispute, qui plus est à la fin d'un chapitre. Encore un peu plus loin, dans le garage, il s'agit des bruits de réparation qui empêchent les époux de s'expliquer au sens plein, au sens vif du terme, d'ailleurs, puisque c'est une dispute. Au moins aussi souvent sont représentés des discours qui n'ont pas été actualisés parce qu'ils sont contournés. C'est le passage 5A, quand par exemple Melville, plutôt que d'appeler la réceptionniste de l'hôtel pour prévenir du retard, préfère passer par un intermédiaire, l'agence touristique, afin de ne pas avoir à s'expliquer. Les discours ne sont pas actualisés parce qu'ils sont aussi éludés. Le narrateur ainsi évacue ses réactions après les invitalités de sa femme. On retrouve encore une fois bref, passons, une façon de mettre sous ellipse tout ce qui est dérangeant, tout ce qui perturbe sa conscience. Ailleurs, il s'agit d'un discours qui se rétracte au moment d'évoquer les conséquences de l'accident. Ainsi, il se dit, il faudrait que je prévienne l'assurance, et il se tient ce propre discours à lui-même, donc dialogue du jeu au jeu, passage 5B. Tu seras obligé d'expliquer pourquoi cette aile est cabossée à ce point et pourquoi tu n'as pas déclaré l'accident. Alors, mon choix s'est porté.
sur l'essentiel, c'est-à-dire ne pas éveiller l'inquiétude de Louisa. Et encore une fois, silence sur ce qui aurait pu être dit. On a encore des discours qui sont évoqués, mais simplement sous la forme de potentiel. C'est le passage 5C. Et surtout, des discours qui sont représentés comme ayant pu être tenus, mais ne l'ayant pas été, des discours à l'irréel du passé. Passage 5D. J'aurais voulu expliquer à l'épicier pourquoi je préférais ne pas laisser de traces. Ce qui était, je m'en rendais bien compte, complètement absurde. L'altération des relations se perçoit encore et enfin dans de nombreuses bifurcations énonciatives. À plusieurs reprises, nous avons dans le texte des incidents qui suspendent la narration d'un commentaire du narrateur. Par exemple, pour interroger le moment de la parole. C'est l'ensemble 6, occurrence A. Elle m'a rappelé, était-ce le moment, qu'on n'aurait peut-être pas dû quitter l'autoroute si vite. Autre exemple, une incidente qui cette fois souligne la réalisation du discours. Parce que j'ai le sentiment, et là je l'ai dit à Louisa, j'ai le sentiment que ce n'est pas évident de sonner à la porte de l'hôtel en plein milieu de la nuit. On a encore une suspension qui vient pointer la prise à partie de sa femme. Je me demande, et je te le demande à toi, Louisa, comment dans ce cas on justifie une arrivée aussi tardive. Ces bifurcations énonciatives prennent ailleurs et très souvent la forme d'une sortie progressive de la reformulation du discours indirect pour tendre vers le discours direct, ce qui peut être dû très souvent à la rencontre d'une structure emphatique qui fait ressortir un effet d'oralité inattendu dans la reformulation du discours indirect. C'est le passage 6D. Il a souri, il s'agit du mécanicien, il a souri déclarant qu'à Taormine, les hôtels, ça ne manquait pas. L'effet de sortie progressive du discours indirect peut encore être dû à l'enchaînement d'un segment propre à une interlocution directe. Occurrence 6E, où on voit une espèce de libération progressive, Puis il a demandé à son collègue où il l'avait trouvé, dans quel tiroir. L'échappée de la voix peut prendre encore la forme d'une absence de reprise du que conjonctif. Phrase 6F. J'ai répondu cependant que mon numéro de téléphone sur ma fiche à la réception n'était pas un secret. En outre, nous l'avions prévenu. On aurait pu, dû, avoir, et qu'en outre, nous l'avions prévenu. Et de ce point de vue, cette omission du que rend l'enchaînement entre deux discours indirects parfois problématique. Passage E. La réceptionniste m'a répondu que Roberto commençait son service en soirée le mardi. Et pour finir, elle a refusé de me donner le numéro personnel du serveur. On a un effet ici d'accélération qui laisse encore une fois penser à une ellipse d'une partie de la représentation. On a donc toute une somme et toute une variété de parasitages, de bifurcations, de rebonds dans la représentation des discours qui rendent la plupart du temps compte d'une difficulté à tenir la reformulation en discours indirect jusqu'au bout ou, si l'on veut, d'une difficulté à retenir la restitution en discours direct, comme si la différence de plan entre le reformulé, discours indirect, et le proféré, discours direct, s'estompait au profit d'une prise en charge généralisée et assumée par la première personne, au profit d'une sorte d'emprisonnement dans le point de vue du jeu narrateur. D'ailleurs, on peut encore relever d'autres formes de télescopage, comme dans cette phrase terrible, où le narrateur s'adresse alors à sa femme. Alors je la lis, elle n'est pas sur l'exemplier, elle est courte, page 77. J'ai dit, désolé que ce gamin, si c'est lui, soit venu se loger sous mes roues. Moi aussi, je le regrette, très fort. Fais-moi un beau sourire, s'il te plaît. C'est exactement le même énoncé et on est dans une continuité immédiate. Ainsi, la représentation de la communication entre les personnages rencontre de nombreux aléas et tout va dans le sens d'une surenchère dans le marquage d'un point de vue interne. Un tel enfermement amplifie le rendu d'un rapport compliqué à la réalité et plus exactement le rendu d'un flottement des faits, d'un flottement des événements. Cette indécision des événements est marquée par de très nombreux modalisateurs. On relève ainsi à de très nombreuses reprises des modalisateurs tels que apparemment, semblé, manifestement, ou encore des verbes exprimant la croyance, avec typiquement le je crois ou le je n'en suis pas certain. Mais surtout, c'est le verbe supposer et ses différentes réalisations qui ponctuent de manière au pied de la lettre l'écriture du texte. Par exemple, dans cette phrase, l'épicier patientait toujours à l'intérieur de sa boutique au cas où Louisa changerait d'avis. Ai-je supposé, et la postposition mine le discours tenu au préalable.
On a encore, de façon plus discrète, le verbe devoir, l'adverbe vraisemblablement. Mais ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est que plusieurs de ces modalisateurs vont dans le sens d'un rendu d'un objet qui est lui-même incertain et qui mettent l'incertitude non pas sur le compte de la perception, mais sur le compte de la réalité elle-même, comme au début du roman Les Occurrences 7. L'atmosphère n'était pas lumineuse, pas franchement. Pour un premier jour de vacances, c'était même assez décevant. Ou encore, passage 7b, Louisa, concentrée sur les plantations exotiques, m'a vaguement rappelé qu'on avait raison de prendre une assurance supplémentaire. Ces modalisateurs disent combien les faits perçus sont eux-mêmes par nature interlopes, intermédiaires, douteux. Cette incertitude avec laquelle nous parvient la réalité s'explique aussi par une impressionnante quantité d'interrogations, des interrogatifs directs, principalement, et on le comprend bien, à propos de ce qui s'est passé sur cette plage, à propos de la présence d'un chien, par exemple, c'est la phrase 8a. Tu n'as pas vu s'il avait un chien ou non, ton barman. Alors, on a une insertion indirecte, directe, mais bien le point d'interrogation à la fin. Et plus souvent, en effet, ce que l'on rencontre, ce sont des interrogatifs indirects, totales ou partielles, comme dans l'occurrence 8b, j'ignore ce que tu en penses. Enfin, dans cette lignée des interrogatifs indirects, de nombreuses relatives périphrastiques remplacent une désignation par une description qui se prétend plus clair, qui se veut plus clair, mais qui, dans les faits, dans sa réalisation, ne fait que proposer une reformulation plus faible, plus floue, ce dont rend bien compte le texte, notamment dans ce jeu de questions et de réponses entre mari et femme, c'est l'occurrence 9. C'est bien ce que j'ai compris. C'est ce que tu as compris, Louisa, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et finalement, on ne sait pas exactement ce que l'un ou l'autre avait en tête. Or, cette structure est particulièrement apte également à s'associer à la distance de l'hétérogénéité discursive dans des boucles réflexives. Elle était au courant de ce qu'elle a appelé notre léger retard, et dans ce qu'elle a appelé notre léger retard, en fait, c'est une façon de maquiller le retard abyssal d'une nuit pendant laquelle s'est passé cet accident. Et surtout, ces relatifs périphrastiques sont propices à un effet d'ellipse, à un effet d'estompe. Elle m'a rappelé ce qu'évoquait le journaliste, un campement nomade dans le coin, non loin de la mer. Donc, c'est quelque chose finalement d'assez abusif. Ces différentes relatives associent paradoxalement un geste de description qui promet une précision et simultanément l'aveu d'un flou dans la représentation, dans une ambivalence du geste qui est typique de l'écriture de Taormine. Ce constat d'une réalité approximative rejoint celui d'une conduite accidentée et les deux rencontrent le caractère aléatoire de la communication dans une expression variée, convergente, d'un mal-être, d'un être qui va mal et d'un être également qui se comporte mal. J'en viens donc à mon deuxième temps. Melville, le personnage principal, celui dont on voit combien il entretient avec les événements un rapport complexe, est aussi un narrateur coupable, à tout le moins qui se sent coupable. Et son mal-être va se transformer en mauvaise foi et entraîner à partir de là notre malaise à nous, lecteurs. Nous pouvons surprendre à de nombreuses reprises le narrateur en effet en train de voiler de gaz l'accident et tout ce qui pourrait faire ressortir sa culpabilité. On a affaire, et c'est la narration elle-même qui propose cette désignation par l'entremise d'un personnage, d'un inspecteur, on a affaire à un as de la dissimulation et on peut voir finalement dans cette désignation du personnage un clin d'œil métadiscursif parce que finalement cela vaut pour le personnage, mais beaucoup mieux pour l'écriture d'Yves Ravet. Melville, donc le héros narrateur, enfin l'anti-héros narrateur, veille à cacher les traces de son accident, à dissimuler son aile cabossée. Mais cette stratégie de dissimulation est beaucoup plus perceptible dans l'écriture où elle ressort de l'emploi très fréquent du pronom « ça », un pronom qui est apte à désigner des référents non catégorisés ou à décatégoriser ceux qui le sont. C'est la forme la plus à même de désigner ce qui a été heurté par la voiture. L'inspecteur a raconté « pas un bruit », seulement un petit claquement de portière et rien d'autre, à croire que renverser un enfant, ça peut laisser indifférent. Le ça revient ensuite pour évoquer l'accident. C'est encore une forme qui fait son retour pour désigner les réparations qu'il faut faire sur la voiture, tant et si bien que parfois, c'est le passage 10b, on n'est plus trop sûr de savoir si la forme désigne les réparations de la voiture ou l'accident lui-même dans une substitution de l'ordre de la métonymie. Passage 10b.
Il était d'accord, ça sera vite fait, plutôt les réparations. Aucun problème, on va arranger ça et cette fois-ci on glisse vers l'évocation de l'accident. Il y a encore des formes dont le texte lui-même souligne l'indistinction, comme par exemple dans le « ça a frappé à la vitre », et surtout dans ce passage où les époux se disputent précisément parce qu'ils ne se comprennent pas sur le « ça ». Donc le texte flèche lui-même sur l'incompréhension et sur le flou que recouvre ce terme, ce petit mot. Passage 10c. En vérité, ça ne risque rien, personne ne nous a vus. Elle, l'épouse, a haussé le ton. Quand tu dis ça ne risque rien, c'est qui ça? J'ai répondu, donc le narrateur, ça c'est nous deux, et un petit peu plus loin. Souviens-toi, c'était la nuit noire, on n'est pas resté plus de 5 minutes, le temps de discuter. Tu veux dire quoi par là, Melville? Explique-toi clairement à la fin. Donc, on voit que c'est une forme qui non seulement est floue et est posée comme floue par l'écriture du texte. Conjointement, de nombreux déterminants et pronoms interposent également un filtre d'indistinction dans la représentation du référent. Ce que percute la voiture des personnages est désigné d'emblée par quelque chose. Passage 11a. J'ai vu une forme, je te dis, on a percuté quelque chose. D'autres pronoms reviennent ensuite pour participer d'une négation de l'identification de témoins et par là même d'une négation de la réalité des événements. Passage 11b. Dans ce cas, personne n'est responsable puisque personne n'a rien vu. Ce genre de dommage, ça peut arriver à n'importe qui. Posons-nous d'abord la question, au milieu de la route, il faisait quoi, à ton avis, ce gosse? Enfin, cette fois, dans sa façon de s'exprimer, à plusieurs reprises, on trouve une double négation qui laisse entendre combien le narrateur contourne une expression nette et claire de ce qu'il a à dire. Par exemple, dans cette formule très courte, où il dit de sa femme « elle ne m'a pas contredit ». « Elle ne m'a pas contredit », c'est une forme typique de la litote. « Elle ne m'a pas contredit » égale « elle a abondé dans mon sens ». Mais la tension est telle entre les époux que finalement, il semble difficile d'entendre ici une litote. Et quelque part, à cet égard, l'effet de contournement est pire encore, puisqu'elle est dans le silence et dans un assentiment par défaut. En plus de ce gaz jeté sur les événements, le narrateur essaie aussi, et c'est un autre biais, une autre forme de mauvaise foi, essaie aussi d'interposer sur leur vérité une autre version de l'histoire, c'est-à-dire de donner sa version des faits qui n'est pas la version des faits. Il se complaît ainsi à de multiples reprises à développer un autre déroulement des événements par le recours au conditionnel et en particulier par le recours au conditionnel passé, tel que dans les exemples, parce qu'il y en a d'autres, numéro 12, dans des systèmes hypothétiques qui sont parfois complets et nettement apparents. Si nous étions sortis de voiture, nous aurions très certainement découvert l'enfant, c'est le passage A. Parfois dans des systèmes hypothétiques qui sont plus dilués, c'est le passage B. Si j'émettais l'idée que tout ceci n'était qu'un ennui causé par le hasard, et si à partir de notre débarquement, tout s'était joué pour que nous prenions cette route, aurait-il donc fallu que je commette l'erreur de prendre l'embranchement sur la droite? On a quelque chose qui se reconstitue qui n'est pas aussi net. Et parfois, le conditionnel survient en dehors de tout système hypothétique, comme par exemple lorsque le narrateur impute à sa femme la responsabilité de l'accident. Passage C, tout est parti de ton désir de baignade. Sans cela, je n'aurais jamais quitté l'autoroute. À ces marques de l'irréel du passé s'ajoute encore l'isotopie de l'histoire, c'est-à-dire le fait d'évoquer ce qui est bel et bien survenu dans le fil narratif comme ne relevant que d'une fable, ne relevant que d'une histoire. Et cela non seulement déréalise ce qui est bel et bien survenu, certes du point de vue fictif, mais tout de même, et surtout par là met au premier plan la lâcheté et la malhonnêteté du narrateur. Melville utilise ainsi pour désigner ce qui est arrivé le lexique de la narration, avec à minima le terme « histoire ». Nous avions déjà perdu trop de temps avec cette histoire, pratiquement une demi-journée. Mais en d'autres lieux, il va encore plus loin puisqu'il dit par exemple, page 27, « J'ai dit à ma femme que je me sentais au centre d'une aventure ». Je rappelle, ils viennent de percuter un être vivant. D'autre part, le narrateur va jusqu'à proposer une reformulation des faits. Par exemple, dans l'ensemble 13, avec une construction attributive qui dit la substitution d'une version à une autre. Je veux dire que sans témoin, ce que l'auteur de l'article appelle au départ une collision mortelle, au passage on note la périphrase ici qui est boucle réflexive, je veux dire que ce que l'auteur de l'article appelle une collision mortelle devient un simple accident. Et hop, tour de passe-passe,
le remplacement est fait. On peut avoir dans le passage B un travail de superposition de plusieurs versions des faits. Je ne lis que les moments les plus saillants. Maintenant, je crois qu'il y a autre chose. Imaginons que par miracle, un entraîneur retrouve notre trace. Autre supposition, qui, à ton avis, pourrait prouver qu'il s'agit bien de notre voiture de location? Donc, on a comme ça un empilement d'autres possibilités événementielles qui contribuent à déréaliser ce qui pourtant est bel et bien survenu. Ailleurs encore, on a l'évocation d'une autre histoire avec une expression qui fleure bon l'intrigue policière. Je reviendrai dessus plus loin, c'est le passage 13C. J'ai donné sans perdre pied, pour conclure à mon tour, qu'on en finisse, ma version des faits. Les modélisateurs participent encore, et eux aussi, de ce tissage d'une autre vérité possible, notamment parce qu'ils portent haut une revendication, une prétention à une vérité. On a ainsi un texte qui croule sous les formulations débutées par « en vérité ». C'est le passage 14A, alors il y en a toute une série d'autres, je lis simplement celui-ci. « Sans réfléchir en vérité, j'ai pris d'office la sortie d'autoroute pour gagner la voie de raccordement ». Dans la même perspective, on rencontre pour être franc, mais surtout, dans le passage 14B, le « soyons clairs » qui revient comme une véritable ritournelle, notamment pour mettre les choses au clair avec sa femme et qu'elle se range à sa version des faits. Soyons clairs, Louisa, et comprends-moi bien. Ou encore un peu plus loin, que ce soit très clair dans ta tête, Louisa. Une telle fréquence de modélisateur en suspecte la revendication d'honnêteté, plus le narrateur la porte haut, et moins on est tenté de le croire, bien sûr. Et de fait, donner cette autre version des faits est une manière pour lui de se dédouaner. Un petit peu à la manière dont, alors ce rapprochement ne peut pas être justifié, il me semble, par le texte de Taormine, mais cette insistance à se dédouaner a provoqué chez moi ce souvenir du marquis de Valmont qui assène ce n'est pas ma faute. Et en effet, une première ressource langagière mobilisée pour rejeter aussi loin que possible de lui la culpabilité, c'est la voix passive, dont on rencontre de nombreuses formes et des formes qui plus est variées. On peut trouver ainsi un participe passé, occurrence 15A, puis ce fut le choc, un coup violent donné contre la carrosserie, comme si quelque chose s'était jeté sur et que ce n'était pas la voiture qui était, ou le conducteur bien sûr, responsable. Il s'agit encore de périphrases verbales de sens passif qui laissent entendre que les responsables de l'accident, ce sont les parents. Occurrence 15B, sans doute ai-je remarqué, le journaliste a écrit ça pour dédouaner de leur responsabilité les parents qui laissent leurs gosses vagabonder dans le no man's land. On notera au passage l'expression no man's land qui, au pied de la lettre, au pied du mot, dit combien personne n'était censé se trouver là. Ce sont encore des verbes pronominaux de sens passif, du type, occurrence 15C, j'ai rappelé que ce groupe de migrants se mettait lui-même en danger. De manière abondante et en même temps discrète, tant c'est varié, on voit que le narrateur non seulement déplace insidieusement sa responsabilité, mais en outre, pire que cela, l'impute aux victimes. À cet égard, on peut encore relever le rôle des négations, ou plus exactement des dénégations, tant ces négations ont une portée polémique. On le voit par exemple dans le passage 16A, que je lis. Je ne suis pas en train de dire qu'un enfant de migrant, c'est moins grave. La négation, je ne suis pas en train de dire, se perçoit jusqu'à la deuxième virgule, en tout cas, comme une négation pleine d'une profération que l'on n'a pas ici dans l'extrait, une négation pleine du « c'est moins grave », avec déjà une portée polémique, mais une négation que l'on peut à la limite prendre pour argent comptant. Mais la suite de la phrase, en revanche, déconstruit cette première lecture où on pouvait lui accorder une certaine croyance, puisque cette suite de phrases, c'est « je suis en train de réfléchir à ceci », que ça doit arriver souvent. Donc, puisque ça doit arriver souvent, finalement, on entend exactement le contraire, c'est-à-dire exactement le contraire de la négation du « c'est moins grave », autrement dit, moins plus moins égale plus, c'est moins grave, finalement, de renverser un enfant de migrant. Dans cet autre passage, encore, c'est le passage 16B, on retrouve ce jeu sur la négation. Heureusement, dit le narrateur, nous n'avions pas inutilement pris une police d'assurance supplémentaire. Alors cette fois-ci, on peut, avec moins de réserve, aller vers une compréhension de cette double négation comme relevant d'une litote.
Nous n'avions pas inutilement pris une police d'assurance. Heureusement, nous avions pris une police d'assurance. Mais finalement, c'est pire, puisque cela revient à une dénégation de la gravité des faits. Rien de grave ne s'est passé, puisque finalement, tout est rattrapable grâce à la police d'assurance. La voiture va être réparée. C'est pas grave. On a percuté quelqu'un, un être vivant, mais la voiture va pouvoir être réparée. De telles traces des efforts faits pour se dédouaner rencontrent celles des ressources mises en œuvre pour dissimuler l'accident et pour remplacer une version par une autre, dans une même tension, dans une même mise en évidence de la culpabilité effective du personnage en ce qu'elle est ressentie. Culpabilité qui vaut mal-être, malaise et mauvais comportement. On a une ambivalence de ce qu'il ressent qui déverse en mauvaise foi le malaise éprouvé et qui, dès lors, nous amène à questionner la nature même du texte. Quelle est la fonction de cette histoire? Quel est le regard porté sur ce personnage? Comment lire le fait d'avoir de tels êtres dans une fiction telle que celle de Taormine? La question qui se pose à ce stade est en effet celle de l'évaluation de ces différentes formes et degrés de malaise et donc de la nature même du texte. J'en arrive donc à ma troisième étape. Un premier constat que je peux avancer, c'est le fait que cette mauvaise foi du narrateur semble être désavouée par de nombreux indices qui accusent ces manipulations discursives, qui les font ressortir en tant que telles et par là même les disqualifient. Alors que la narration est assumée à la première personne par le coupable de l'accident, plusieurs indices d'ironie laissent affleurer sa malhonnêteté. À de nombreuses reprises, une voix semble se superposer à la sienne et dès lors on s'interroge sur cette forme de bivocalité. C'est l'ensemble 17 avec d'abord l'occurrence 17A. J'ai poursuivi. Tout ici nous était inconnu. Il était donc facile de se tromper. Pour la fin de cette représentation de discours qui a priori, jusqu'à j'ai poursuivi, tout ici nous était inconnu, il s'agit du discours du personnage de Melville. Jusqu'à la virgule suivant inconnu. On entend cette voix, mais après, s'agit-il toujours de sa voix, lui, de Genaré, qui le représente dans la poursuite du est poursuivi, dans la suite du est poursuivi, autrement dit, toujours d'un discours direct, ou bien s'agit-il à la virgule d'en finir avec la représentation et d'un retour à la prise en charge par le jeu narrant? Ou bien est-ce un cumul de voix, jeu narrant et jeu narré, voire, puisqu'il est si malhonnête de dire qu'il est si facile de se tromper, d'un désaveu de la part d'une sorte d'autre instance qu'on ne saurait pas très bien nommer puisqu'il y a une prise en charge narrative effective, qui serait en fait en train de pointer le caractère absolument scandaleux de cette narration, de cette mauvaise foi. Le plus souvent, cette bivocalité est celle d'un discours indirect libre qui surgit hors de tout marquage, puisque dans ce passage A, on avait tout de même le verbe de parole. Très souvent, c'est un cumul de la voix de l'épouse avec celle du mari qui prend ses distances avec sa femme dans un couple en crise, mais surtout dans un couple confronté à une situation grave et le mari, Melville, essaye de mettre tout ce qu'il peut de responsabilité sur sa femme. Passage 17b. C'était couru cependant. Louisa ne quitterait pas les lieux sans avoir profité de ce premier instant face à la mère. Elle attendait ce moment depuis des mois, elle ne le manquerait pour rien au monde. Ici, qui entendons-nous? On peut entendre le narrateur en train de décrire, mais on peut aussi entendre le narrateur en train de reprendre à son compte, en bivocalité, les arguments avancés par sa femme, avec une forme de distance qui tient par essence à ce phénomène de cumul. Mais cette distance en elle-même paraît difficilement compréhensible puisqu'il s'est plié de bonne grâce à sa volonté de s'arrêter sur la plage puisque lui veut reconstituer son couple. Pourquoi à ce moment-là marque-t-il ces distances? Pourquoi est-il malhonnête? La mise en évidence de sa malhonnêteté par cette structure de discours indirect libre est reçue comme une forme de discrédit, comme une forme de désaveu de cette manipulation discursive. Il peut encore s'agir d'un cumul, toujours sur la voix du jeu narrateur, d'une voix qu'il n'est pas toujours certain d'identifier. C'est le passage 17C. De ce point de vue, et pour tout dire, je ressentais une forme d'échec. Mais comment s'y prendre si on ne peut plus faire confiance aux panneaux routiers? Louisa, non, tu n'es pas d'accord. Dans le « mais comment s'y prendre si on ne peut plus faire confiance aux panneaux routiers » s'agit-il déjà de la voix du jeu narré,
qui commencerait avant l'apostrophe vers Louisa? Ou bien s'agit-il toujours de la seule prise en charge par le je narrant, qui était en train d'assumer jusqu'à « je ressentais une forme d'échec ». Ou bien s'agit-il d'un cumul entre le je narré et le je narrant? Ou bien encore, est-ce un cumul de la voix du je narrant avec le je narré, mais d'un cumul finalement pour une forme si malhonnête de discours que l'on en suspecterait encore une fois une autre instance dans cette disqualification du personnage. En d'autres termes, le discours indirect libre met tellement en évidence sa mauvaise foi dans la manière de restituer les discours que c'est de là que vient la disqualification du personnage, qu'on ne peut pas mettre sur le compte d'un narrateur puisque c'est lui qui assume. Toutes ces suspicions de bivocalité font ressortir des manipulations de la part de la restitution des faits, parce que la distance paraît de mauvais aloi, de mauvaise foi, parce que la dissonance laisse percer une disqualification. Le désaveu du narrateur vient encore d'une autre forme de discours double, à savoir la prétérition. Alors même que le narrateur à plusieurs reprises annonce qu'il va passer sous silence, qu'il va éviter tel ou tel sujet, eh bien tout au contraire, dans le paragraphe qui suit, il se livre avec une complaisance certaine à ce qui ressemble à une confession en long et en large. Par exemple, à propos du goût de sa femme pour les bains de mer, dont on sait le rôle que ce goût qu'il a joué dans l'accident, puisqu'il cherchait une plage pour qu'elle puisse profiter de la mer, eh bien, c'est le passage 18, cela m'a un peu énervé dans la mesure où personne ne l'avait obligé, ni ce matin, ni ici, ni au bord de la mer du Nord l'année précédente, à se jeter à l'eau. Ce que j'ai évité de dire, sauf qu'il vient de nous le dire. Voilà. Donc, on a ce geste ambivalent de rétractation et en même temps de discours proféré. Et c'est d'autant plus malhonnête qu'il y a ici l'allusion à une situation comparable l'année passée. S'agit-il ici de serial accidenteur, en quelque sorte, qui aurait déjà commis un méfait dans d'autres vacances, dans d'autres circonstances? Alors, c'est encore la prétérition qui revient lorsqu'il évoque les adultères. Il dit qu'il n'en parlera pas et en fait, on a un très long développement dessus. On a donc une figure discursive qui est par essence ambivalente et qui ne fait qu'accuser le comportement du personnage. Un même soupçon de désaveu de Melville, du narrateur, vient encore des représentations ou de discours directs, de discours indirects, en raison des verbes de parole qui les introduisent, verbes de parole qui très souvent paraissent inadéquats et surtout qui surjouent leur inadéquation. Je rappelle, je l'ai dit très vite dans l'introduction, Yves Ravet est également un dramaturge et qui déclare jouer des frontières entre roman et théâtre. On peut peut-être expliquer par là le fait qu'il ait misé sur une très grande visibilité des verbes de parole qui alors, ne sont certes pas voués en temps ordinaire à s'invisibiliser, certes, mais que plusieurs propriétés rendent particulièrement repérables dans Taormine. Leur détachement, seul, en tête de phrase, sans complément, avec une virgule ou deux points pour les valoriser au pied de la lettre, leur caractère rudimentaire, parce qu'il s'agit très souvent seulement du verbe dire ou du verbe répondre, et leur répétition. Alors, il s'agit du corpus 20A, donc je ne lis que quelques exemples. Elle a dit, deux points, je ne vois pas qui on pourrait intéresser. Elle a dit, virgule, je vais me promener dans le parc. Et on a vraiment ce geste de représentation qui est très présent. On rencontre de même ce type de structure avec le verbe répondre. On a donc une représentation qui présente un caractère mécanique, ce qui laisse encore soupçonner une forme de malhonnêteté de la part du narrateur qui semble surveiller et même surveiller la manière dont il restitue les discours. Le rôle que jouent les verbes de parole dans la mise en évidence de sa duplicité ressort encore d'autres verbes de parole qui sont inadéquats cette fois en raison de leur représentation du discours comme d'une action. Il s'agit par exemple de verbes dans le passage 20b tels que « j'ai noté à voix haute » avec un lexique presque clinique, presque juridique, de l'ordre du constat. On a encore un petit peu plus loin, il devenait donc impérieux que je m'en explique ce que j'ai fait dans les mêmes termes. On a ailleurs, alors je n'ai pas relevé, ce n'est pas sur le support, mais j'ajoute, elle m'a annoncé comme s'il y avait une surveillance dans le compte-rendu des événements, une abstraction de la subjectivité qui est tellement suspecte qu'à l'inverse, on va la reverser du côté de la suspicion.
Qu'il s'agisse donc d'une surbanalisation des verbes introducteurs ou d'une sorte de surformalisation, ces verbes se lisent eux aussi comme des manifestations d'une distance, d'un doute, d'un discrédit dans la construction, dans le comportement du narrateur, dont on a certes lu le malaise, mais aussi la malhonnêteté. De tels indices du désaveu du personnage amènent à la question du traitement fait de ce canevas narratif. Un traitement qui relève manifestement d'un déplacement, d'un renversement, d'une subversion, bref, d'une parodie. Il y a le fait que nous sommes en Sicile, une terre d'immigration par excellence. Il y a un réseau de personnes qui vont aider les personnages à contourner les forces de l'ordre, un réseau de mafieux. Il y a des policiers corrompus. Bref, plusieurs stéréotypes qui sont mobilisés dans Taormine et qui activent déjà à eux seuls une lecture distanciée, comique et parodique du texte. Il y a encore un mort, une fuite, des inspecteurs, des éléments définitoires du polar, mais un polar qui est ici revisité et même renversé, non seulement parce que l'on suit les événements du point de vue du coupable, mais ça encore, ça n'est pas si rare, mais en outre parce que ce dernier est d'une mauvaise foi patente, détestable, désavoué, et puis encore parce qu'on relève de nombreuses autres marques du polar qui, elles aussi, sont convoquées pour être mieux retournées. C'est d'abord un nom propre, qui participe à la fois de la mobilisation du modèle du roman policier et en même temps de sa subversion, puisque le personnage principal, dont je vous ai donné le prénom jusqu'à présent, Melville, s'appelle Melville Hamet, et qu'il a donc le même patronyme que Dashiell Hamet, dont on a fait l'inventeur de la Hard Boiled School, que l'on peut traduire par l'école des durs à cuire, auteur du Faucon maltais, en référence donc cette désignation à des personnages violents, apparemment dépourvus de sensibilité, tiens, comme Melville, et qui a révolutionné le roman policier par des histoires où les notions de bien et de mal sont en train de se dissoudre. Tiens, comme dans Taormine, avec une perte de repère de la part des personnages principaux. Ce signal, à la fois discret parce qu'il ne s'agit que d'un nom, mais en même temps très fort parce que repérable pour les lecteurs du genre, est relayé par tout un jeu sur les indices que laissent derrière eux les époux. On a véritablement un jeu de pistes, d'une manière beaucoup trop visible pour ne pas être repéré, pour l'aile abîmée, qui est évidemment repérée par plusieurs personnages, pour des détails livrés sans y prendre garde, comme s'ils ne se surveillaient pas, pour le journal qui évoque l'accident et qui laisse bien en évidence sur la banquette du véhicule. Mais c'est surtout la trajectoire d'ensemble qui fait apparaître le renversement le plus significatif, à savoir le renversement des rôles, puisque celui qui arrive en Sicile comme touriste, j'ai presque envie de dire comme puissant, devient le vulnérable à la fin. Et ceci passe précisément par un renversement, un accident qui renverse, et qui renverse de surcroît un enfant. Désormais, Melville et sa femme sont soumis aux allusions et aux autres menaces. Melville et sa femme sont traqués par la police qui remonte les indices. Melville et sa femme tombent aux mains d'un réseau qui monnaie leur liberté contre une forte somme d'argent, un réseau de passeurs. Melville et sa femme sont soumis à l'extorsion de policiers corrompus. Melville et sa femme sont vus comme des parasites, le mot est dans le texte, et assimilés à ce moment-là aux migrants par les policiers. À noter de surcroît que le terme parasite, dans un texte publié en 2022, est peut-être là pour faire écho au film sud-coréen qui est sorti en 2019. Melville et sa femme se retrouvent désormais sans argent, et c'est le sort de fait que connaissent bon nombre de migrants. Melville et sa femme, surtout, sont réduits à fuir par la mer dans un pays qui leur est devenu hostile, et ils partent précisément, tel que c'est prévu, de la plage où ils ont renversé un enfant, la plage d'Acireale. Et je viens la toute fin du roman qui décrit finalement le parcours qui les attend pour échapper à la police sicilienne. Vous repartez d'Acireale, a poursuivi Michelini. Une barque vous attend. Le terminus pour vous, la zone portuaire, puis la gare ferroviaire de Gênes. Jusque-là, le voyage se fait par bateau. Vous ne serez pas seul, mais en groupe. Personne ne parle la même langue. Cependant, vous verrez, l'ambiance à bord est en principe plutôt sympathique. À Gênes, vous et madame prendrez une navette. Et un peu plus loin, il faudra passer la douane. Vous vous mêlerez au flot des passagers. Ça débarque tous les jours, ça passe, ça revient, il y a foule. La frontière, avec un peu de chance, on peut la traverser sans trop de difficultés. Simplement, ça peut prendre du temps. Et de l'autre côté, on peut emprunter le chemin par la montagne, mais aussi il y a des trains réguliers entre les deux pays.
Cette description est en tout point celle de l'itinéraire des migrants qui remontent l'Europe du Sud vers le Nord. Et c'est ici un retournement de situation qui tient du retour des choses chronologiques, puisque la situation des migrants dont le campement est évoqué au début se trouve ici faire son retour à la fin du texte, mais c'est aussi le retour des choses au sens de renversement des choses et même un juste retour des choses, profondément ironique, tant on sait que la figure du renversement a un rapport avec l'ironie. Et ici, on a une structure que l'on pourrait décrire, même si la formule est décalée au regard de ce qui se passe, comme une figure d'arroseur arrosé. Dès lors, se pose la question de la portée du texte. Ravet convoque régulièrement dans ses romans l'état du monde. Le comique est pénétré souvent de questions beaucoup plus graves et de ce point de vue-là, Taormine est une démonstration concentrée de son habitude d'écriture. Une première remarque que je pourrais faire, c'est que le propos n'est pas revendicatif. Au contraire, tout repose sur la juxtaposition des faits et sur finalement une grande part d'implicite dans l'écriture. Je pense que cela s'est repéré dans les moments où je suis allée chercher les indices de disqualification du narrateur. Néanmoins, on a quand même des faits d'écriture qui vont dans le sens d'une nette inclusion du lecteur, de notre forte mobilisation. Tout d'abord, et très simplement, c'est une narration menée à la première personne, ce qui par essence va favoriser notre identification au personnage. Personnage repoussant, mais tout de même. Ensuite, la narration commence exactement avec l'arrivée des personnages en Sicile. La toute première page, ce sont les personnages qui sortent de l'aéroport exactement quand nous commençons la lecture. En d'autres termes, on a une concomitance, une simultanéité qui va favoriser la projection, en tout cas au début. Enfin, il y a un semblant de description de la photo de l'enfant mort sur la plage qui ne peut manquer de faire écho, de faire penser à ces corps échoués, ces corps de migrants échoués sur les plages, et en particulier à la photo de ce petit enfant âgé de quelques années seulement, mort noyé dans un naufrage dont la photo avait largement circulé dans les médias. Dans les romans et particulièrement dans Taormine, la photo ici a une valeur testimoniale de la culpabilité du personnage, puisqu'elle est en première page d'un journal et puisqu'il la laisse traîner, va être récupérée par des témoins comme la preuve de sa culpabilité. Mais c'est aussi la valeur testimoniale de notre culpabilité à nous, européens du Nord, par rapport aux expériences, à ce qui se passe en ce moment au niveau des migrants. Ces trois éléments sont autant d'opérateurs d'implication et le personnage, à cet égard, finit par être ressemblé à notre voisin. C'est peut-être nous, alors nous en un peu plus minable assurément, mais c'est peut-être un peu nous quand même. Et l'auteur ici joue sur notre culpabilité d'hésiter dans l'identification avec Melville, avec le narrateur, notre culpabilité presque de lui trouver des circonstances atténuantes alors qu'il est en tout point haïssable. Nous sommes quelque part manipulés par ces manières de nous embarquer dans l'écriture, cette manière de nous ébranler, de bousculer, de perturber notre évaluation et notre perception des faits. Nous sommes livrés à une ambivalence de l'écriture et c'est sans doute ce qui fait la qualité de cette écriture, qualité à la fois au sens de caractéristique, au sens neutre et aussi au sens d'atout, puisque si je puis dire, cela fonctionne, cela nous met bien dans une situation d'inconfort en prise directe avec notre inacceptable actualité. Je pourrais ici citer encore une fois Pierre Skountches à propos d'un autre texte, mais dans des analyses qui se prêtent assez bien encore une fois à Taormine. Taormine est le contraire d'un exemple, l'opposé d'une fable morale. C'est une histoire qui rend compte du malaise de la société contemporaine où la peur du déclassement, le ressentiment social, la perte de confiance dans l'État, je passe, l'énumération est plus longue, conduisent à un repli sur soi-même et à une suspicion généralisée de l'autre. Afin d'inviter le lecteur à réfléchir au fait que les solutions simplistes sont toujours dangereuses, Ravet écrit un roman policier aussi transparent qu'opaque, dans lequel les pistes conduisent à un questionnement éthique, comme lecteur et comme citoyen. Et donc pour conclure, que pourrais-je ajouter? Je pourrais ajouter que Melville et Louisa ne verront pas Syracuse, n'atteindront même pas Taormine, et nous non plus d'ailleurs, qui restons piégés avec eux dans ce malaise, dans cet indécidable malaise, loin du décor de carte postale.
En effet, Yves Ravet cultive l'écart, cultive le décalage, mais surtout nous l'impose à nous, lecteurs, en nous interdisant de nous laisser aller à une lecture paisible, puisqu'on se demande dans quel texte on débarque, en quelque sorte, lorsque nous aussi nous sortons de l'aéroport. Il nous interdit de nous laisser aller, et de ce malaise naît une sorte d'angoisse. Pour cette raison, le texte me paraît pouvoir être caractérisé, décrit comme une sorte de littérature feel bad, et en même temps peut-être pas tout à fait, parce que le malaise est tenu à distance par une dimension comique, et surtout, l'enjeu me semble être ici de nous questionner. Je vous remercie.